Bom dia a todos e todas e obrigado pelo convite, obrigado a todas as pessoas que estão na mesa antes de eu e obrigado pela honra de abrir este grande colóquio. Mas me foi aconselhado falar francês, é melhor. Desculpe a todos e todas e agradeço aos tradutores. E só uma palavra sobre meu percurso, mas o meu ponto de vista. Não sou um especialista das ciências da educação e meu ponto de partida é a questão do trabalho, a ligação entre trabalho e formação profissional. E agora falo francês, desculpe. A esquema da minha intervenção aqui. Alors, premier point, y a-t-il des leçons de l'expérience? Alors, Georges Canguilhem, le grand philosophe français, visitant en 1956, je ne sais pas si la collègue ne peut pas s'en souvenir, mais comme inspecteur général, le lycée Charles Lepierre de Lisbonne, avait en tête l'épopée des grands navigateurs portugais quand ceux-ci, après avoir vu disparaître au loin la Torre de Belém, allaient affronter le cap de Bonne-Espérance ou partir à la conquête du Brésil. L'allocution qu'il y prononça, qui s'appelle « Expérience et aventure », s'il évoque ces traversées risquées des océans, on suggère à partir de là une conviction plus générale. Il est toujours discutable de vouloir atténuer, voire supprimer l'aspect aventureux de l'expérience, de tenter d'en stabiliser les enseignements pour transformer les nouvelles expériences à venir comme des événements anticipables. Pour réduire et maîtriser l'incertitude de nos projets, et on songe déjà ici aux situations de production industrieuse, travail, il est pourtant bien naturel de chercher à s'instruire des expériences antérieures, gommer l'inattendu, rencontrer au cours de ces expériences, normer les processus, augmenter le pouvoir. De là, et je cite Canguilhem, de là procède le besoin de substituer à l'expérience comme tentative, l'expérience comme leçon, en vue de gagner sur le temps, de dominer l'événement au lieu de l'affronter. L'expérience serait alors une sagesse qui dispenserait de l'aventure, un savoir qui ferait l'économie de l'épreuve. Or, dit-il, cette idée d'une expérience avant l'expérience est un leurre, impossibilité. Dure critique de la notion de leçon d'expérience. Cette dissipation des obstacles à l'anticipation de l'avenir supposerait qu'il exista, dit-il, des situations comparables, des similitudes dans nos situations de vie et, ajouterons-nous, situations de travail. Or, à chaque expérience, ces similitudes s'estompent. Le milieu est toujours infidèle, mot très important qu'il reprend souvent, et que je reprends aussi. Le milieu est toujours infidèle. Il avait déjà dit dans sa thèse de médecine, le normal et le pathologique. Et ces similitudes resteraient-elles même stables que nous qui les rencontrons, nous les changeons parce que nous ne sommes plus les mêmes pour les affronter. D'où ce constat sévère de Canguilhem, seul parle celui qui ne fait plus. Son expérience leçon est vide d'efficacité. Et en fin de compte, je le cite encore, et c'est grave, l'expérience authentique est intransmissible. Nul ne peut faire l'économie d'aller voir ce que les autres ont vu s'il veut profiter de ce qu'ils ont vu. Pourtant, la formation professionnelle cherche bien à parler de l'expérience à faire sans la faire elle-même. Elle cherche bien à transmettre des connaissances qui préparent à la rencontre des situations de travail pour en gommer l'incertitude, en atténuer autant que possible cette dimension aventureuse qui fait précisément qu'une expérience est une expérience. Après tout, nos ancêtres du paléolithique, nos énigmatiques premiers maîtres en formation professionnelle, avaient, sur la très longue durée, inventé des méthodes pour tailler des bifaces, sans doute en une dizaine de minutes, alors que nous, si on essaie de le faire, il en faudra une heure ou deux.
dans l'inhérence de ces méthodes. Alors, dans quelle mesure cette intervention à Lisbonne de Georges Canguilhem critique-t-elle à tort les fondements même de la formation professionnelle, ou au contraire peut-elle nous aider à développer les questions posées dans la problématique du colloque? Donc, second point, première anticipation de 3 niveaux. Donc, je vais développer le concept de double anticipation. Dans les situations d'importance vitale, les similitudes s'estompent, disait Canguilhem dans ce texte. Si cela est vrai, dès lors que l'on transporte cette affirmation dans le champ de la formation professionnelle, cela réduit d'autant les possibilités d'anticiper la rencontre des situations de travail par un enseignement qui serait tiré de ces similitudes. Mais la rencontre des situations de travail, sans jamais cesser d'être une situation de vie, certes, n'est pas une situation vitale, comme le premier franchissement d'un cap à l'extrême sud de l'Afrique. Il y a dans toute situation de travail une dimension réglée de protocole, et heureusement, que l'on peut manipuler, enseigner plus ou moins à distance, plus ou moins indépendamment de sa mise en œuvre dans une situation réelle. Protocole, savoir, se traduisant en séquences réglées, procédures logiques, techniques, organisationnelles, juridiques. Protocole s'exprimant en un assemblage de concepts avec l'ambition de généralité qui définit tout usage de concept. On peut poser la question, le problème essentiel de la formation professionnelle ne sera-t-il pas d'articuler d'un côté ces savoirs légitimement décontextualisables, protocole, savoir construit dans une relative déconnexion de l'ici et du maintenant, ce que j'appelle personnellement une relative désadhérence de l'ici et du maintenant, articulée avec de l'autre côté les surprises, comme disait Canguilhem, issues de ce qu'il y a d'inédit dans toute expérience, inédit qui lui est adhérent, au contraire, à une situation historique singulière. Convenons-nous, dans tout enseignement, il faut une posture d'indifférence, même provisoire, à ce que des hommes et des femmes pourront faire ici et maintenant de ces savoirs, de ces procédures conçues en désadhérence. Ainsi, l'apprentissage d'une machine-outil à commande numérique, des modèles de fonctionnement de centrales nucléaires, l'interprétation de signaux d'une salle de contrôle dans une industrie de process, la manipulation des intérêts composés ou l'apprentissage de la comptabilité analytique, celui d'une langue étrangère, etc., le code civil ou le droit du travail. Ces savoirs, eux, se transmettent, c'est la première anticipation, sans avoir dans un premier temps à se soucier en quoi que ce soit des lieux et des moments où ils seront manipulés. La liste de ces savoirs stockés en désadhérence, enseignés dans les salles de classe, capitalisés dans des manuels, aujourd'hui des DVD ou des sites internet, sanctionnés par des certifications ou diplômes professionnels, ça vient d'être évoqué, et indéfinis. Et on voit mal comment on pourrait s'en passer, et on voit bien comment la mise en forme de cette désadhérence peut et doit mobiliser enseignants et formateurs, comme vous le savez mieux que moi ici. On peut penser à l'e-learning, qui agrège aujourd'hui des informaticiens, des didacticiens et des chercheurs en psychologie cognitive. Dans ce que j'appelle personnellement les ingrédients de la compétence, avec l'idée qu'il y a plusieurs ingrédients hétérogènes dans la compétence au travail, dans ce qu'on peut appeler les ingrédients de la compétence, ces savoirs en désadhérence relèvent de ce que j'appelle personnellement le premier ingrédient. Et toute compétence professionnelle doit inclure une part variable, non assignable ni déterminable exactement, de telle forme de savoir, tout simplement parce que nous vivons, produisons, élargissons notre vie d'humain dans un monde saturé de normes techniques, organisationnelles, juridiques, hygiénistes, issues de la combinaison de ces savoirs et référentiels normatifs, d'où l'obligation de les connaître. Mais quel monde supposerions-nous si nous croyons définir la compétence professionnelle par ce seul ingrédient ?
Cet ingrédient de la compétence, ce premier, dépend d'une supposition qui est aussi, je dis ça à partir des problèmes du travail, et qui est aussi une fiction nécessaire. Cette construction des adhérences n'est opératoire que si on suppose le milieu d'action fidèle, stable, interchangeable. On raisonne sur des similitudes, des cas similaires, et on ne peut pas faire autrement. Par exemple, on suppose une centrale nucléaire, avec toutes ces installations en état normal, entre guillemets, des capteurs d'informations fiables, des coopérations hiérarchiques bien huilées. Et si on imagine des états dégradés, ce qui se passe, on modélise à l'avance des simulations pour des fonctionnements qui anticipent ces modes dégradés. Dans les activités de service, on suppose des clients ou des usagers, entre guillemets, moyens, normalement alphabétisés, dans la langue véhiculaire, dans la langue du pays. Un enseignement de gestion se doit de supposer des entreprises normalement approvisionnées par une logistique fluide, aux relations professionnelles stabilisées. Bref, cet ingrédient n'est transmissible qu'à condition de neutraliser, c'est ça qui est important, les formes d'usage de nous-mêmes par nous-mêmes que l'expérience du travail requiert pourtant toujours de nous, même si c'est très souvent, c'est le problème, dans la peine visible ou dans l'invisible. Et ceci, toujours cet usage de nous-mêmes par nous-mêmes, pour deux raisons qui font système. Un, cette hypothèse de stabilité, aujourd'hui on le voit beaucoup mieux, on le sait beaucoup mieux, n'est jamais le cas. Et deux, l'histoire a fait de nous des êtres tous différents pour traiter ce que j'ai appelé les infidélités du milieu, et pour vivre, je dirais, en santé ces traitements des infidélités, on ne peut pas abdiquer notre singularité. Donc cet ingrédient 1 peut définir ce que j'appelle la première anticipation. Toute conception de la formation professionnelle, pour une part et légitimement, doit rendre disponible une première anticipation, sinon il ne fait pas son travail. De fait, cette première anticipation se développe à trois niveaux distincts, j'insiste, mais en interaction. Le niveau formation et apprentissage qui nous mobilise ici aujourd'hui, mais aussi le niveau gouvernement du travail dans les entreprises, et enfin le niveau des recherches universitaires. Trois niveaux où se joue cette première anticipation. Par exemple, un enseignement de génie civil, articulé sur diverses recherches académiques, doit anticiper les savoirs nécessaires à un bureau d'études si on lui commande, par exemple, la maîtrise d'œuvre d'un aéroport ou d'un paquebot de croisière. Et en combinant ces différents enseignements anticipateurs, le bureau d'études doit, à son tour, anticiper les activités de divers corps de métier. Et au bout de la chaîne, le chef de chantier doit anticiper le travail des différents techniciens et ouvriers du chantier. Le professeur de droit, pour prendre un autre exemple, doit préparer le futur juge ou avocat à anticiper leur travail de qualification, comme on dit en droit. C'est-à-dire réduire l'extrême diversité des expériences rencontrées dans le réel à des situations types dont le traitement par le juge ou l'avocat, enfin par le juge, découlera des textes juridiques du champ considéré. Dans une entreprise, l'organigramme doit conceptuellement anticiper la répartition des tâches à accomplir sans se préoccuper du tout des personnes qui occuperont ensuite les différents postes ou fonctions. Donc, pour résumer, la première anticipation est un outil qui est propre au génie humain, qui permet d'anticiper in absentia, en absence, l'activité à venir des autres, ou voire de la sienne propre, quand on planifie pour soi-même un projet à réaliser. Donc, anticiper sous réserve de configuration stable d'activité, connaissable et analysable par les ressources des différents savoirs scientifiques, techniques, sociaux. La formation professionnelle
au sens large des institutions éducatives de formation et stage en entreprise, requiert obligatoirement une posture de première anticipation, qui est aussi une posture de neutralisation partielle de l'histoire, celle des situations et des personnes. 3. La seconde anticipation. Mais jusqu'à quel degré l'activité humaine se prête-t-elle à de telles modélisations anticipatives? Cette posture de neutralisation des dimensions singulières que rencontre tout agir humain a d'un côté montré sa prodigieuse fécondité. Mais on mesure mieux aujourd'hui à quel point cette confiance dans les pouvoirs du concept, cette posture de modélisation anticipative, de procéduralisation des situations de vie et de travail, sont solidaires d'une conception d'activité humaine que je pense pouvoir dire profondément sous-évaluée, vidée de ce qu'on pourrait appeler ces dramatiques internes. La première anticipation se propose de préparer la rencontre des situations de travail, rôle du formateur, de prescrire, normer les tâches, le responsable hiérarchique, ou d'étudier l'activité sociale chercheur à partir de ce que chacun peut en connaître antérieurement à toute mise en œuvre. Mais l'activité humaine n'est-elle qu'une simple mise en œuvre de ce qui a été décidé avant elle et généralement en dehors d'elle? Ne faut-il pas penser tout autant ce qu'on peut appeler une seconde anticipation, celle par laquelle l'activité dans ces débats internes, ces dramatiques, et par là même ces formes d'efficacité, reconvoque, j'emploie le terme, reconvoque en théorie en tout cas, et en partie le patrimoine antérieur des connaissances et des normes, et donc requiert A du formateur, B des différents niveaux de gouvernement du travail, C des chercheurs, un retravail de leurs compétences, un retravail de leurs procédures et de leur modélisation conceptuelle. Et un retravail qui n'est absolument pas une excroissance résiduelle. Chaque protagoniste, c'est ça l'important, chaque protagoniste d'une anticipation dessine donc le programme de travail des autres partenaires virtuels du couple, connaître, faire. Chacun fera-t-il le travail, ça c'est une autre histoire. Via la seconde anticipation, on retrouvera donc les réserves de Georges Canguilhem à l'égard d'une aveugle confiance dans les pouvoirs anticipateurs des leçons de l'expérience. Point 4, retour aux problématiques du colloque telles qu'elles sont écrites dans le texte de présentation. Cette hypothèse de double anticipation ne s'inscrit-elle pas dans les réponses possibles aux interrogations posées par ce colloque? La formation professionnelle, est-il dit, un des grands mythes du XXe siècle, est-il dit à juste titre. Outil autoproclamé de tous les ajustements aux évolutions économiques, techniques dans la vie sociale. Et pourtant aujourd'hui, on diagnostique, est-il dit, une déception, voire une certaine inefficacité de cette formation professionnelle. Un outil pour combattre les inégalités, le chômage. Non seulement la crise actuelle permet d'en douter, sérieusement, mais son ambition formative quelque peu démesurée, si on la confronte mieux comme on le fait aujourd'hui, et comme on aurait dû toujours le faire, aux débats dramatiques internes à l'agir industrieux, cette ambition perd un peu de son assurance. Est-ce qu'un programme de formation professionnelle peut se fabriquer indépendamment des usages industriels des hommes et des femmes au travail auquel il est supposé préparer? Sous-entendu, peut-on concevoir de la formation professionnelle en neutralisant les tensions, terme qui est dans le programme, qui traversent cet usage industriel du génie humain propre à nos sociétés modernes? Parce qu'il faut le dire, sociétés qui sont largement fondées sur quoi? Sur un usage marchand du travail. Et par là même, par
par diverses formes de ce que les juristes appellent la subordination juridique. C'est ça le travail dans une société moderne. Et caractériser cet usage, c'est simplement faire un constat, indiscutable. La réflexion critique peut éventuellement venir après. Sans doute, il ne faut pas, comme on dit en français, mais je pense en portugais, jeter le bébé avec l'eau du bain. Jeter la formation professionnelle avec tout son patrimoine. Mais le problème n'est-il pas dans l'erreur, voire la faute, consistant à ne concevoir la formation professionnelle que sous l'angle de la première anticipation? Rappelons que l'ingrédient 1 qui la soutient exige de neutraliser l'imprégnation par l'histoire de toutes les situations d'activité industrieuse. Il se pose une posture nécessaire d'indifférence à tous les bricolages qui combineront des savoirs de l'ingrédient 1 face à un environnement technique, social, humain, jamais exactement identique à un autre et toujours en tension. Alors pour avancer, redisons que l'ingrédient 1 de la première anticipation n'est jamais qu'un élément de la compétence au travail. 2, conséquence que nous ne pouvons jamais prétendre de ce fait anticiper un one best way opératoire. Il laisse ouvert à la charge des acteurs un retravail des efficacités industrieuses. Il laisse donc ouvert un espace de choix et donc une interférence de valeur dans ce retravail, parce que s'il y a choix de valeur, espace de choix et interférence de valeur qui rencontreront et réinterrogeront toujours sous des formes extrêmement variées, certes, le bien fondé de cet usage industriel des hommes et des femmes dans nos sociétés modernes que je viens d'évoquer, c'est-à-dire échange d'activités contre argent et forme variable, disons, d'hétérodétermination de l'activité. Notre activité n'est pas est commandée de l'extérieur à nous-mêmes. Cet horizon de débat, plus ou moins silencieux, plus ou moins public, mais jamais éliminable, est donc interne à la seconde anticipation, celle qui doit remettre théoriquement au travail, en continu, les formateurs, les dirigeants, les chercheurs. Alors, pour éclairer, je vous donnerai 5 exemples, et après je ferai une synthèse terminale. 5 exemples qui articulent ces 2 points. Premier exemple. Lors de la dernière biennale de l'éducation à Paris, en juillet de cette année, je pense que certains connaissent, un atelier qui était dirigé par notre collègue Richard Witorski était consacré à transmettre le travail. Et des compagnons du devoir, très anciennes corporations ancrées dans notre histoire industrieuse, ont vigoureusement exprimé une éthique fondée sur la transmission. Et on constate une dimension impressionnante de ce que j'ai appelé la première anticipation. Par exemple, pour former au métier de charpentier, il y a 5 volumes. Est-ce le tout pour eux d'une éthique de la transmission? Pas du tout. Et ça a été dit lors de cette biennale, former les jeunes apprentis, c'est aussi les initier à la rencontre d'éléments qu'ils appellent de contexte, en adhérence, je dirais. Une diversité technique et sociale, évidemment beaucoup plus difficile à dire que ce qui peut être stocké dans une encyclopédie. Il faut ajuster le geste sciage, scier, à l'outil disponible et à l'essence du bois particulière. Il faut apprendre à mesurer des histoires, c'est ce qu'ils ont dit, des histoires particulières d'environnement humain. Chaque chantier ou bureau d'études a son climat particulier qu'il faut intégrer dans chacun de ses gestes. C'est dans cet horizon qui renvoie chacun à lui-même, chaque jeune compagnon, que s'introduit ce que j'ai appelé l'espace des choix et l'interférence de valeurs. Valeur de respect, a-t-il été dit. De respect, dit le tailleur de pierre qui était présent, respect du matériau. On transmet tout autant, disait-il, que des savoirs, un état d'esprit. L'encyclopédie est un outil essentiel pour l'apprentissage, mais former exige aussi qu'on nous permette, excusez-moi, ce néologisme, un apprentissage, mes sujets, inventé ce mot, un apprentissage, une nécessaire
imprégnation de ce que j'appelle le corps soi, enfin nous-mêmes, par une certaine disponibilité axiologique en valeur face au milieu humain de travail. Cette seconde anticipation, elle ne peut pas être livrée clé en main par aucun manuel. Elle a des dimensions obscures, incertaines. Mais c'est à travers elle que peuvent être traités l'inédit, les surprises de l'expérience qu'évoquait tout à l'heure le texte de Canguilhem. Second exemple, on reste dans les virtuosités manufacturières, mais au sein d'une entreprise classique. Christian Martinez-Pérez, dans une thèse de sociologie récente, analyse à propos d'une entreprise de chaudronnerie, je ne sais pas comment ça s'appelle en portugais, une entreprise où il a travaillé, ce qu'il appelle, en utilisant une formule héritée des travaux de Jack Goody, anglais, que vous devez connaître, une littératie, c'est le nom, littératie ouvrière. Quand on enseigne le dessin industriel, on suppose que l'on anticipe l'usinage ouvrier dans l'atelier. Or, montre-t-il, par expérience, cette formation doit pourtant, in situ, dans l'atelier, s'implémenter d'une activité très largement ignorée. Et lecture, il donne des exemples très surprenants, lecture des plans, traçage, passage non évident du plan au tridimensionnel, changement de référence métrologique, pas une simple affaire, c'est-à-dire passage au millimètre, manipulation, c'est étonnant, spécifique de ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Et on voit ici un exemple frappant de cette seconde anticipation au niveau de la recherche en sciences sociales. Parce que cette itération ouvrière, d'accord, elle reconvoque, deuxième anticipation, virtuellement, le formateur en chaudronnerie, la hiérarchie dans l'entreprise, c'est-à-dire, mais aussi le sociologue du travail. De celui-ci, en théorie, elle anticipe le travail de reconception du travail ouvrier. Et au-delà, une reconception même de l'intelligence ouvrière, supposée limitée à une métisse, comme on a dit, prenons un terme grec, inapte à l'abstraction. Et c'est intéressant que dans cette thèse, elle re-questionne même la distinction assez illustre faite en son temps par Pierre Bourdieu entre en gros culture savante et culture dominée. Comme plus haut pour les compagnons du devoir, cette seconde anticipation, qui échappe évidemment à toute formation professionnelle, formalisée en tout cas, formalisée, chemine, via cette seconde anticipation, chemine obscurément une forme de construction du vivre ensemble. Ces savoirs, dit-il, ourdissent des liens entre les membres du groupe. L'apprentissage in situ dans les ateliers de cette littératie est pour l'auteur un élément essentiel de ce que la sociologie du travail a longtemps appelé la socialisation. Je l'appellerais un apprentissage au sein du groupe ouvrier, donc qui échappe à toute formation formalisée. Troisième exemple, Michel Joanneau, ancien pilote de ligne, déplace la question de la double anticipation dans un champ nouveau. Son ouvrage, que je vous recommande, de l'agir au travail, s'interroge de façon très originale sur ce qu'est, pour lui, être présent face à une situation de travail. Et il donne un exemple, un vol Roissy-New York. C'est le désordre du réel, important, qui fait le contexte de l'agir. Il ordonne ce désordre du réel par rapport à lui, cette exigence de l'être présent, auquel nous qui prenons l'avion, nous sommes tous très sensibles. Aussi dit-il le langage, y compris le langage intérieur, disait Vygotsky, parce qu'il introduit une distance, le langage, et un décalage temporel, en un premier temps, doit être désactivé. Trop parler de ce qu'on a à faire, c'est prendre de la distance par rapport aux exigences du présent. La connaissance, ce qui va relever de la première anticipation, n'est pas mise hors jeu, bien sûr, mais tout le problème, et tout l'ouvrage est consacré à ça, tout le problème est de comprendre comment on peut s'incorporer au sens fort dans l'activité aux prises avec le sens actuel de la mission, tous les aléas d'un vol, aux prises avec le traitement jamais standard du désordre du présent. Sinon, si la formation
commet l'erreur de ne viser que le sujet purement théorique, dit-il. Il s'opère dans la conscience industrieuse une scission, dit-il, entre son vécu et ses constructions mentales. Et là, on voit très bien comment les trois niveaux de la première anticipation, recherche, formation, gouvernement du travail, s'articulent et font système. On peut partir de ce qu'il appelle la mosaïque disparate des disciplines mères, fonctionnant comme, dit-il, des niches académiques, toutes séparées sur elles-mêmes, sur des bases tirées des bases physiologiques et médicales, à partir d'explications académiques sur nos facultés cognitives. On va tirer des notions sur le stress, l'erreur, la communication. Ces segments de savoir, première anticipation universitaire, sont matrices ensuite de tronçons de formation professionnelle, qui sont à ce moment-là centrés sur la tâche prescrite, comme disent les ergonomes. Et ensuite, ils correspondent à la procéduralisation du travail du pilote, une mosaïque de prescriptions hétérogène venant de tous ces éléments. Ce diagnostic d'une première anticipation qui, littéralement, écartèle les exigences du service du pilote ou tout autre à rendre ici et maintenant, il écartèle une mosaïque de prescriptions, de procédures, provoque une sourde irritation du pilote chercheur qui réfléchit sur son agir. Comment est-ce que je réponds au présent? Et dit, par exemple, le flux de papier qu'on insère dans mon casier avant de partir témoigne d'un souci beaucoup plus administratif qu'opérationnel. La problématique du colloque parlait de tensions liées à des visions inconciliables de l'être humain. Comment, ce que j'appelle ici le déni de la seconde anticipation, par toutes sortes d'autorités scientifiques et hiérarchiques, n'engendrerait-elle pas une sourde colère chez des protagonistes du travail, lui ou un autre, supposé accepter une hétérodétermination, détermination par d'autres, de leur agir par une espèce de patchwork hétérogène de normes et de procédures. Et dans le cadre de cette tension, on rencontre à nouveau l'interférence obligée de l'activité avec un monde de valeurs, activité et monde de valeurs, que la première anticipation ne peut en aucun cas prévoir ni formaliser, ce n'est pas son travail. Si cette mosaïque de prescription est incapable de déterminer le contenu, les obscurs circuits de cet être présent pour lui, qui fera à sa place les choix lui permettant pourtant d'être présent dans son présent? Dès que on s'interroge sur cette énigmatique synergie des facultés, de ressources relevant de sources corporelles, intellectuelles et temporalités différentes, on est conduit à un retour de chacun vers lui-même, vers son choix, comme quoi? Comme chantier d'arbitrage entre des possibles que chacun valorise différemment. Je le cite, par exemple, dit-il, lorsqu'un épisode de travail difficile s'annonce, de multiples choix peuvent être sélectionnés. Recul, tricherie, décharge sur les autres, ou au contraire désir de s'affronter à la difficulté, des choix. Va-t-on faire effort pour mémoriser une telle procédure, ou telle expérience antérieure? Enfin, je le cite, coiffant tous les autres, un pôle éthique peut amener à refuser un travail unique ou à passer au-dessus de toutes les valences, les valeurs, comme la solidarité ou le travail bien fait. Manière de confirmer que l'usage industriel des hommes et des femmes, tel qu'il fonctionne plus ou moins bien ou mal dans nos sociétés modernes, ne peut éliminer chez l'ouvrier, comme chez le pilote de ligne ou chez tout autre, au cœur même de la dynamique de ce que j'appelle la seconde anticipation, une intrication, agir, valeur. C'est le propre de la seconde anticipation, et d'elle seule, que d'internaliser cet horizon axiologique, cet horizon de valeur. Alors, notons, mais je ne veux pas en faire ici une loi générale, que dans ces trois exemples, ce n'est pas un hasard, c'est cette injonction qui est faite aux chercheurs, aux formateurs, aux fabricants de normes dans les entreprises, de remettre en chantier leur ouvrage vient de personnes qui ont réfléchi sur l'activité de travail
après en avoir fait longtemps l'expérience en eux-mêmes. Quatrième exemple, cette seconde anticipation, portée par les protagonistes du travail, mixte, c'est toute la difficulté, recombinaison inédite de savoir professionnel, première anticipation, professionnels généraux, et savoir en adhérence au présent. Et cette recombinaison est guidée, on vient de le voir, par une infiltration obscure d'un monde de valeurs qui redessine, voire le pilote, des conceptions de biens communs qui sont en plus un parti propre à chacun. Tout cela est bien difficile à mettre en mots, muito difficile à colocar en palavras. Si cette seconde anticipation est portée uniquement par des personnes isolées, séparées de l'échange dialectique avec la première anticipation, il diffuse difficilement vers la vie sociale ce qu'on peut appeler ces alternatives virtuelles. Aussi, c'est tout l'intérêt d'une expérience à grande échelle, initiée et dirigée par notre collègue et ami Daisy Cunha, que j'ai vu tout à l'heure, mais je ne la vois plus, qui en parlera, j'espère, plus avant dans ce colloque. Il s'agit de faire travailler ensemble les deux anticipations, d'instituer en elles une dialectique vivante pour transformer le regard sur un champ de la production sociale et pour mettre en réserve, en débat, ces réserves possibles d'alternatives. Sur le modèle des communautés scientifiques élargies, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça avait été instauré dans les années 1960 par le médecin et professeur de psychologie à l'université de Turin, Ivan Odem, récemment disparu, qui travaillait avec les ouvriers sur chaîne de la chaîne de montage de la Fiat. Notre collègue brésilienne a fait travailler ensemble dans le réseau Conexos des mineurs de l'État du Minas Gerais et d'États limitrophes et des universitaires de l'Université fédérale du Minas Gerais Belo Horizonte. Là, c'est à grande échelle. Et dès lors que des universitaires créent les conditions pour échanger sur la longue durée, savoir codifier des ergonomes, des spécialistes de l'éducation, des sociologues, des médecins, d'un côté, et de l'autre côté, le savoir-valeur, on peut dire, investi par les mineurs dans le débat de leur usage d'eux-mêmes, où ils refont permanence de l'histoire, et ils le font mine par mine. Alors je crois qu'on peut dire que c'est toute une dimension de leur travail de la mine qu'on voit autrement. Alors c'est compliqué généralisé, dit un mineur dans le recueil. C'est compliqué généralisé. Et je pense que c'est une bonne leçon pour nous qui sommes des spécialistes du général. C'est dire à quel point les trois niveaux de la première anticipation, chercheurs, formateurs, dirigeants, ici des entreprises minières, sont convoqués à repenser leurs compétences à partir de ce qu'implique une telle affirmation. Dernier exemple, vous connaissez peut-être la belle revue hispano-portugaise, Laboreal, initiée notamment par nos collègues et amis du département de psychologie et sciences de l'éducation de l'Université de Porto. Son dernier numéro, paru en décembre 2012, se proposait d'évaluer l'actualité du programme anthropo-technologique de l'ergonome Alain Wissler. Je ne sais pas si vous connaissez. La question de la double anticipation s'y déplace partiellement sur la mise en œuvre de technologies, sur l'usage des techniques et d'objets fabriqués, transférés d'une ère culturelle à une autre. Dans le cas considéré qu'implique la seconde anticipation, dès la conception de ces objets, ne faut-il pas se faire instruire des modes opératoires, des manières de vivre, dirons-nous, des valeurs de vie collective, enracinées dans l'histoire des groupes et des peuples destinataires, mais aussi recréateurs de ces usinages matériels. On dira avec intérêt la conception de Philippe Gélin. Il faut sortir, dit-il, des séquences linéaires, conception vers usager, promouvoir la circulation des savoirs, des co-constructions de design, un peu ce qu'on appelle, je crois, aujourd'hui les Fab Labs, un recentrement des projets autour des usagers et finalement des nouveaux régimes de production de connaissances.
Ceux-ci doivent agréger à la fois des savoirs académiques, issus des niches disciplinaires, comme disait Michel Joanneau, et des réserves alternatives issues des débats locaux entre ressources techniques nouvelles et choix de vie collective. Et dans les écoles d'ingénieurs et de commerce en France, dans les hautes écoles suisses, Philippe Gélin, c'est la formation professionnelle, Philippe Gélin initie des futurs ingénieurs, des cadres spécialisés en échanges internationaux, à ce qu'on pourrait appeler l'art des rencontres. L'apprentissage et l'apprentissage des compétences et des projets de vie des groupes humains visés par d'éventuels transferts, diversement façonnés ou diversement maltraités par leur expérience propre de la dialectique des deux anticipations. Bien, je voudrais finir en synthétisant en 6 points ce qui peut résulter de ces propos et de ces exemples. Premièrement, la question posée par le colloque concerne en propre certains choix politiques de nos sociétés qu'on peut appeler sociétés marchandes et de droit. Dans ces sociétés, il existe un pôle public, celui des organes de la démocratie, qui est supposé promouvoir des valeurs de bien commun pour l'entité sociale considérée. Mais ce sont aussitôt des sociétés marchandes où la production sociale se développe dans un univers concurrentiel et qui est évaluée et sanctionnée par des évaluations monétaires. En leur sein, le travail est lui aussi une marchandise, je l'ai dit, je le redis, en ce sens qu'il est le lieu d'un échange, temps de travail, contre rémunération monétaire, ce que j'appelle le travail stricto sensu, enfin cette forme-là de travail propre à nos sociétés. Or, cet usage, je le redis, sous cette forme stricto sensu n'a pas toujours existé. Et rien ne dit qu'elle doit toujours exister. On peut y réfléchir, c'est pas le lieu ici. Mais il reste que c'est une forme sociale parmi d'autres. Cette norme d'usage industriel a son efficacité, mais elle n'a rien de, à strictement parler, naturel. Elle peut donc toujours être interrogée, voire contestée, en tout cas être mise en débat. Donc dès lors que l'on nous demande de réfléchir sur la relation formation professionnelle-travail, comme ça, c'est cette forme-là du travail, stricto sensu, qui est en jeu dans nos réflexions. Alors en quoi cela intervient sur la formation professionnelle? Donc, deuxième point. Historiquement inscrite, non seulement la formation professionnelle ne veut pas tout, mais elle ne veut pas remettre en cause cet usage que je viens d'évoquer, et elle apparaît de plus en plus démunie face aux évolutions des stratégies économiques, des rapports de force géopolitiques à l'intérieur d'un univers marchand mondialisé. Certes, dans ces sociétés, parce qu'il existe un pôle de droit, il existe, chez nous et partout, une politique publique d'éducation articulée sur le droit citoyen à la connaissance et à la culture. Mais comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, dans ces sociétés, mais la formation professionnelle, elle, est dans une situation beaucoup plus fragile. Alors, je crois que M. le recteur voulait éviter cette dissociation, mais de fait, beaucoup plus fragile parce que son vis-à-vis est le pôle marchand. Comme préparation au travail stricto sensu, elle est très dépendante de décisions d'investissement et de formes d'emploi évaluées à l'aune de critères et de stratégies caractéristiques de ce monde marchand. Ça, c'est le destin de la formation professionnelle. Et ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, qui paraît bien une tendance lourde du pôle marchand, aujourd'hui, dans ces sociétés, a des conséquences directes sur les volumes d'emploi, donc de chômage, et la répartition des secteurs d'activité. Donc, quel que soit l'atout réel d'une infrastructure solide en formation professionnelle, dans la géographie des rapports de force entre puissances marchandes, là, c'est vrai que ce serait bien un mythe, comme il a été dit, de donner à une bonne politique de formation professionnelle un poids déterminant dans ce qu'on pourrait appeler la civilisation de ces rapports concurrentiels. Là, ce serait un peu mythique. C'est bien donc à ces conditions globales actuelles du travail, le travail auquel prépare la formation professionnelle, que cette formation professionnelle est aujourd'hui confrontée. L'usage du travail est aujourd'hui confronté. Troisième remarque. Comment ça impacte alors ce nœud de la double anticipation? Moi, je dirais qu'il y a quelque chose de général. Cette double anticipation, elle doit travailler en général. Toute formation professionnelle, dès qu'il y a formation professionnelle. Mais plus encore dans les formes historiques d'usage du travail aujourd'hui, cet usage particulier, et je dirais plus encore dans le contexte très tendu d'aujourd'hui.
Rappelons que la première anticipation, pour être dans son registre efficace, elle doit transmettre savoir, technique, méthode, elle doit anticiper les gestes professionnels adéquats, maîtriser si possible toutes les occurrences envisageables. Son anticipation, rappelons-le, doit transmettre une expérience avant l'expérience, comme disait Canguilhem. Et par conséquent, elle ne peut pas être en permanence réellement déstabilisée dans un espace indéterminable de choix, fait ici ou là par les protagonistes de l'activité, de respecter plus ou moins ou pas ce qui a été prescrit par cet enseignement. Si on le faisait, ce serait refaire de l'expérience une aventure. Donc, pour la première anticipation, s'il y a des choix qui sont faits dans l'usage industriel, ce sont des transgressions extérieures. Certains parlent ici de catacrèse, je ne sais pas si vous connaissez, des transgressions extérieures, donc elle n'est pas responsable. Donc, une anticipation correctement enseignée doit réduire au maximum cet espace de choix. Or, je le rappelle, ça n'est pas possible. La formation, je crois que c'est fondamental, la formation professionnelle ne peut pas s'imaginer être un empire de neutralité dans un univers social qu'il n'est pas. Le travail est une expérience vivante, cela veut dire qu'il s'inscrit dans une histoire que les ergonomes, justement qui s'appellent les ergonomes de l'activité, nous ont appris qu'il n'est jamais... ce que les ergonomes de l'activité nous ont appris, qu'il n'est jamais une situation de travail semblable à une autre, vu à notre sens comme une donnée universelle. On ne pourra jamais standardiser les conditions d'activité industrieuse, ce que j'ai appelé l'infidélité du milieu humain, parce qu'humain historique, se renouvelle sans cesse face à des êtres jamais interchangeables, comme je l'ai dit. Donc il y a toujours une expérience à faire dans le travail, même si c'est dans l'infinitésimal. Parce qu'on ne travaille ni seulement pour soi, le sujet d'expérience qui est renvoyé à lui-même, puisque la norme ne marche plus, renvoyé à lui-même pour traiter son infidélité du milieu, de fait, il est renvoyé à cette scène sociale à laquelle il adresse le traitement de son infidélité du milieu. C'est bien cette scène sociale qui s'adresse quand il va traiter les infidélités de telle ou telle manière. Et dans cette scène sociale, la façon d'utiliser industrieusement les hommes et les femmes, comme je l'ai dit, ne va jamais de soi, et elle reste toujours objet de débat normes, donc il y aura toujours des débats normes dans le travail. Et je généralise parce que je crois que c'est un peu important. Comme le disait encore Georges Canguilhem dans sa thèse de normal et pathologique, les besoins de la société restent toujours en partie obscurs. Elle n'a pas de finalité intrinsèque, la société. Sa régulation, contrairement à la régulation organique, les corps, est un besoin qui est toujours à la recherche de ces normes d'exercice. Donc cette définition des besoins à satisfaire par l'activité productrice, celle même qui oriente la formation professionnelle, si elle a toujours été objet de débat, comme ça vient d'être dit, elle l'est plus encore dans nos sociétés tendues aujourd'hui. Puisque non seulement la dimension marchandise du travail envahit toujours plus le gouvernement du travail, mais fait peser la menace croissante de non-travail. C'est donc cette scène sociale qui infiltre le traitement humain de l'infidélité des interfaces de travail. Elle imprime une marque sur c'est qui est important, sur les contenus, les manières de faire, l'efficacité économique du travail. Vous ne pouvez pas parler du travail comme le travail sans prendre en compte cette dimension-là. C'est donc par le biais de cette seconde anticipation que la dimension axiologique ou politique pénètre de l'intérieur le monde des activités de travail. Quatrième remarque, j'en ai donc 6, après je m'arrête. La dynamique de la seconde anticipation, celle de l'agir humain ici et maintenant, est donc un lieu où un monde de valeurs, qu'on le veuille ou non, s'invite dans la sphère des activités de travail. Les choix d'investissement dans telle ou telle politique de formation, une fois fixés, dans l'exercice pédagogique, on doit pouvoir argumenter, démontrer, anticiper, dans l'horizon pacifié du neutre et du général. Globalement, la première anticipation évite de se laisser déplacer sur un terrain qui n'est pas le sien, c'est-à-dire vers les arènes du subjectif, des jugements de valeur, sur le bien ou mal fondé de tel dispositif technique, par exemple les normes de comptabilité des entreprises, du droit fiscal, tel règlement de prévention.
cette prohibition de ce qu'on peut appeler le subjectif, se dénoue de la blessure, parce que je crois que c'en est une, de la blessure qu'infligent les inanticipables réinventions, renormalisation de l'agir. À l'ambition de savoir, c'est une vraie blessure. On le repère à nos 3 niveaux de la recherche. Je voulais dire qu'il pourrait le faire notamment dans les politiques d'évaluation de la recherche. Mais je ne veux pas prendre le temps, donc je passe ce point-là, si vous voulez, on peut y revenir. Mais c'est tout à fait important parce que sur ce qui est possible et ouvert dans les États du monde, dans ces conditions, personne, et pas plus le chercheur qu'un autre, n'a le fin mot de l'histoire. Et donc, il y a une dimension du scientifique qui doit être barrée si on entend comme ça. Le problème, c'est donc de donner une pleine visibilité à cette seconde anticipation. Et c'est donc au cœur de cette seconde anticipation, seulement elle-même, que se déploie ce que nous appelons les triangles d'activité. Et là, il y a un PowerPoint sur les triangles en français et en portugais, c'est ce que j'appelle les triangles d'activité, c'est-à-dire une incessante dialectique entre l'agir industrieux ici et maintenant. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça, hein, c'est le triangle. Triangle de l'activité. C'est le précédent. Entre l'agir industrieux à un pôle, voilà, c'est ça. Le monde des valeurs qui infiltrent les choix de cet agir à un second pôle, et le troisième pôle, celui des savoirs. Donc ceux-ci, dans les savoirs, cohabitent et se retravaillent mutuellement ou non. Les savoirs de la première anticipation ou ingrédient 1 de la compétence, objet de la formation professionnelle, et les savoirs investis, mémorisés et produits dans le traitement au jour le jour des tâches, dans la gestion des interfaces toujours infidèles, configurant une situation locale de travail. Ça, c'est donc en présent, voilà. C'est le triangle de l'activité qui se déploie partout et toujours. 5e remarque, synthèse, c'est après qu'est-ce qu'il faut faire. Aussi bien il y a dans nos sociétés marchandes et de droit, et particulièrement aujourd'hui, je crois, 2 polarités opposées de traitement de cette seconde anticipation. Un pôle, qui est le pôle, je dirais, négatif, non sans lien avec la tension concurrentielle et les exigences financières, la posture et le déni de ce triangle, le déni de la seconde anticipation, le blanchiment, donc la même, le blanchiment de l'activité, au sens où blanchir l'argent sale et masquer d'où proviennent les sommes en circulation. Cette posture cherche à proposer sans état d'âme la bonne formulation, le bon mode opératoire, ignore les sources d'incertitude ou les choix alternatifs à mettre mis en débat. Elle considère que les activités de travail peuvent et doivent être séquencées par des anticipations présentées comme rationnelles. Cette posture, qui est un héritage de l'organisation scientifique du travail, je l'appelle usurpation. Parce qu'il prétend gouverner le travail humain comme on peut anticiper un processus naturel ou mécanique, ce qui ne peut jamais être. À ce pôle, la première anticipation s'impose et la seconde, elle reste virtuelle. Elle n'a pas de visibilité. À l'autre pôle, on trouve une série de dispositifs dont il a été question tout à l'heure, qui aujourd'hui se développent et qui, à des degrés divers, nous éloignent de la vision caricaturale de la première anticipation. Quelque chose de la dialectique de ces 2 anticipations chemine chaque fois que l'on cherche à donner visibilité à ce que les ergonomes appellent le travail réel. Ce serait particulièrement le cas avec la pratique des retours d'expérience, l'alternance, on a parlé du tutorat, voire le double tutorat, les démarches de validation des acquis d'expérience, dont je pense qu'il sera beaucoup question ici. La question, de mon point de vue, de savoir jusqu'où ces démarches d'attention et de vigilance à l'égard de la seconde anticipation reconvoque vraiment, c'est ça tout le problème, le travail à venir des 3 niveaux de la première, chercheur, hiérarchie, formateur. Jusqu'où déplie-t-elle ce triangle d'activité, jusqu'où rencontre-t-elle des possibles biens communs, alternatifs, à concevoir et à construire à partir de cette seconde anticipation.
En prolongeant cette ambition sur ce second pôle, nous avons tenté de formaliser ce que nous avons appelé depuis des années des dispositifs dynamiques à 3 pôles. Alors, dernier transparent, dernier PowerPoint. 3 pôles, c'est-à-dire vous avez à un pôle le savoir académique et formalisé, un pôle, le pôle du bas, formalisé dans la désadhérence, les savoirs convoqués plus ou moins adhérents aux agirs concrets à un second, 2 à droite. Non, j'ai fini. Sont convoqués à un travail dialectique d'instruction mutuelle sous l'invitation d'une troisième pôle à gauche, que j'ai appelé celui des mondes communs à construire. Pôle qui nous appelle à schématiser des futurs plus ou moins locaux, plus ou moins planétaires, à partir des réserves alternatives inscrites dans le triangle de l'activité et vis-à-vis desquelles on est tous chercheurs, travailleurs, dans le même doute positif. Enfin, dernière remarque, qui est évidemment peut-être aussi un des cœurs du colloque. Aujourd'hui, la conception de la formation professionnelle, même vue sous l'angle étroit de la première anticipation, est rendue de plus en plus difficile par la mobilité des activités, des situations de travail, mobilité des techniques, des formes de travail, développement des réseaux, de la circulation sans limite des informations. Le régime d'étanchéité entre vie personnelle, publique, professionnelle, cède partiellement au point qu'il devient difficile de dire pour certaines catégories où et quand elles travaillent. Lieu, temps, naturellement les activités, comme des formes et des sources d'apprentissage, deviennent de plus en plus difficiles à circonscrire. Et ce, malgré les tendances opposées qu'on connaît à la reprocéduralisation, la renormalisation ou la normalisation des dites activités. Les flux migratoires également diversifient, hétérogénéisent les publics apprenants, leur parcours de savoir, de culture, de valeurs, la notion de métier, sur laquelle s'est longtemps étayée la formation professionnelle, peut difficilement aujourd'hui, je crois, recouvrir des contenus stables et maîtrisables. À cette tendance lourde, nullement indépendante des dimensions économiques, politiques, sociales évoquées précédemment, à mon sens, doit répondre une densification croissante des dispositifs d'attention à la seconde anticipation. Je crois qu'il nous est tous imposé d'œuvrer chaque jour davantage pour fiabiliser ces processus dialectiques où se rencontrent et se fécondent les deux anticipations, sans ignorer que sont en jeu, à travers eux, des interrogations sur le gouvernement des activités industrielles humaines et des pensées alternatives sur le bien commun. Au fond, bien faire son métier pour un formateur, est-ce qu'on ne peut pas dire, sans paradoxe, il me semble que c'est se dire, chaque jour, qu'est-ce que c'est que bien faire mon métier? Et je pense que c'est certainement le cas d'innombrables du formateur aujourd'hui, et je pense que c'est ce que montreront les recherches durant ces jours. Voilà, alors, certes, l'expérience du travail n'est pas qu'une aventure, mais il se joue quand même, je crois, à travers elle, beaucoup de l'expérience humaine à tous les niveaux, entre le macroscopique et le microscopique et le planétaire. C'est difficile, mais après tout, la formation professionnelle peut être, pour nous tous, l'épreuve heureuse qui, en restituant la dimension d'expérience de toute activité de travail, rappelle en toutes circonstances que nous sommes des êtres d'initiative. Voilà, merci, obrigado.